Bonjour à toutes et à tous. Vous allez assister avec nous à une confrontation inédite. Elle va mettre face à face deux acteurs majeurs de la vie sociale et économique, au point de vue qui se situent aux antipodes l'un de l'autre, et qui ont décidé de jouer le jeu, d'échanger, de confronter leurs solutions projet contre projet pour sortir de la crise que nous connaissons. Philippe Martinez est une des personnalités de la Fête de l'Humanité chaque année, comme l'étaient aussi ses prédécesseurs. Mais on n'avait jamais vu le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, ni ceux qui l'ont précédé à cette fonction d'ailleurs, à la fête du journal qui soutient et met les travailleurs et leur lutte à l'honneur, leur lutte contre les décisions de leurs employeurs, et pour une alternative au capitalisme. Alors merci à tous les deux d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour nous, pour l'Humanité et sa fête, c'est l'occasion de nous affirmer une fois de plus comme le journal du débat, des débats, de tous les débats, même avec les points de vue les plus éloignés, les plus opposés, du moment que ces échanges aident chacun de nos lectrices et lecteurs, des participants à cette fête, à confronter et construire leurs arguments. Alors, de votre côté, c'est la première question que je veux vous poser, Geoffroy Roux de Bézieux. La même question d'ailleurs pour Philippe Martinez, c'est celle de savoir pourquoi vous avez l'un et l'autre accepté de participer à ce débat. Bonjour à toutes et à tous. Bon, d'abord m'inviter. C'est aussi peut-être que vous avez choisi de maintenir cette fête dans des conditions évidemment dégradées. C'est un petit signal au monde de l'événementiel, de la culture, pour dire qu'il faut continuer à vivre et à essayer d'avoir une vie sociale, culturelle, économique. La deuxième raison, c'est que, je ne sais pas si on en parlera, moi j'ai le sentiment que la démocratie recule dans le monde. Pas forcément en France, en Europe, mais en tout cas aux frontières de l'Europe. Et depuis 20 ans, on voit plutôt les choses se durcir. Donc le débat, c'est l'essence même de la démocratie. Hein. C'est comme ça qu'elle a commencé, y compris, vous l'avez dit, sur des points de vue opposés. Et puis, il y a une troisième raison qui va peut-être vous surprendre, c'est que moi, je crois au fait syndical. Je suis pas complètement à l'aise avec la montée de la démocratie directe partout. C'est-à-dire que le grand débat, c'est bien, la convention citoyenne, c'est bien, mais il y a aussi un rôle pour les organisations intermédiaires, alors syndicales, patronales, dans une confrontation avec des accords de temps en temps et des accords souvent. Et donc voilà, c'est ces trois raisons qui ont fait que je suis venu. Alors je ne savais pas qu'il ferait super beau cet après-midi, mais bon, j'ai pas de regrets. Merci. Philippe Martinez. Oui, bon, bonjour à toutes et à tous. J'allais dire, j'en rêvais, parce qu'il y a eu plusieurs... on a essayé de le faire à plusieurs reprises, enfin certains nous ont demandé, puis ça n'a pas pu se faire. Non, mais la raison la plus sérieuse, c'est moi aussi, je pense que la démocratie recule. Et il y a besoin de ce genre de débat. Je suis sûr que je ne vais pas convaincre M. Roux de Bézieux à l'issue de ce débat, mais pour se faire une opinion, pour que les citoyens se forgent une opinion, eh bien, il faut qu'ils aient les clés pour juger. Alors bien souvent, soit il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord autour de la table et comment on peut se faire une idée dans ces conditions, soit on nous dit la vérité c'est celle-là et on nous demande d'appliquer ce que les soi-disant experts proposent. Donc moi je crois beaucoup à ce genre de débat parce que évidemment il y aura des arguments, je suis sûr, qui seront à l'opposé, mais ça permet de se forger une idée en toute connaissance de cause, j'allais dire. Merci Philippe Martinez. Alors bon, merci à vous deux parce que ça fait aussi un peu office d'entrée en matière à notre débat. Alors nous sommes convenus de parler de projets, les projets que porte chacune de vos organisations pour la société. Ça veut dire qu'on va parler beaucoup du futur, aussi sans doute un peu d'actualité, puisque évidemment les questions prospectives sont aussi en lien avec les problèmes, les difficultés que rencontrent les salariés et le monde économique aujourd'hui. Dans une première partie de notre débat, je vous propose d'aborder la question de la portée de la crise que nous traversons. En somme, invite-t-elle ou non à tout repenser de l'organisation de notre vie économique et sociale? Et si oui, s'il faut tout changer, dans quel sens faut-il aller? Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, on a vu des métiers essentiels pendant la crise du Covid qui étaient pourtant sous-valorisés.
On a vu des productions manquantes, des réorganisations en urgence pour parer aux besoins les plus pressants. Le mode d'organisation de nos économies, c'est-à-dire le capitalisme et l'économie de marché, pour ne pas les nommer, ont-ils montré une défaillance, et auquel cas faut-il en changer et remplacer ce mode de fonctionnement par une autre organisation de l'économie, de la vie sociale et de la production? Bon, je ne vais pas vous surprendre, je ne vais pas vous dire oui. Mais pour autant, il y a des choses à apprendre et il faut essayer de regarder cette crise avec un œil, peut-être pas un œil neuf, mais pas forcément immédiatement plaqué des solutions qu'on avait en tête. Bon, d'abord, peut-être un premier bémol, c'est-à-dire qu'on est encore dedans. Et donc, tirer les leçons de la pandémie, de la crise qui en suit, alors qu'on est en plein milieu, c'est un processus où on n'est pas encore fini de comprendre ce qui s'est passé. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est pas une crise classique du capitalisme. Puis que l'économie de marché existe, il y a des crises régulières qui sont en général un excès de spéculation dans une partie, alors soit un secteur, soit une géographie. Ça a commencé avec les tulipes à Amsterdam en je sais plus combien, en 1700, je sais pas combien, jusqu'à la dernière crise 2008, donc les banques américaines, enfin les établissements de crédit immobilier qui ont trop prêté. Là, on est dans un cas totalement unique dans l'histoire, c'est-à-dire que les États, pour des bonnes raisons d'ailleurs, hein, je conteste pas le confinement, nous ont demandé de nous arrêter. Et en plus du jour au lendemain, c'est-à-dire que sans préparation. Et on s'est tous arrêtés, les entreprises, les indépendants, les salariés, enfin quasiment tous, il y a des choses qui ont continué. Et donc c'est pour ça que je suis assez prudent sur les leçons à tirer, et c'est aussi pour ça que je suis assez sceptique, je dirais, sur les prévisions des économistes. Je pense qu'ils n'ont pas de modèle qui puisse plaquer sur cette crise, parce que c'est pas la crise de 2008, c'est pas la crise de 29, c'est pas la crise pétrolière de 73, ça ressemble à rien d'autre, et on va, j'allais dire, apprendre en marchant. Alors, quelles leçons on peut en tirer, mais encore une fois, avec pas mal de modestie. Bon, il y a un sujet qui est apparu très clairement, qui est celui de la souveraineté, de la relocalisation. On a découvert, entre guillemets, parce que on était loin de savoir que certains pans entiers de l'économie, notamment de l'industrie, sont partis, ou sont peu présents. Alors les masques, tout le monde l'a vu, mais on a aussi eu le débat sur le paracétamol, la pharmacie, etc., etc. Et donc il y a ce thème de la relocalisation qui est arrivé, et ça se greffe quand même sur un fond où on est un peu dans une guerre de modèles. Avant le Covid, entre un capitalisme américain anglo-saxon qui est très libéral, un modèle chinois qui est très étatique. Alors même s'il s'appelle communiste et qu'on a la fête de l'humanité, je trouve qu'il n'est pas très communiste. En tout cas, les écarts de revenus et les inégalités montrent que c'est pas très communiste. Et puis un modèle européen qui se cherche. Donc, quelles leçons en tirer? Oui, je pense qu'il faut essayer de retrouver une forme de souveraineté. Alors moi, je trouve qu'en arrivant au MEDEF, j'ai créé un comité souveraineté qui avait d'ailleurs un peu toussé, si j'ose dire, parce que tout de suite, on dit souveraineté égale souverainisme, égale protection des frontières, égale xénophobie, etc. Non, c'est pas ça. C'est de décider conjointement quelle production on veut avoir sur le sol national ou européen, mais aussi, et c'est tout le problème, quel prix on est prêt à payer. Je donne cet exemple, je l'ai redonné sur France Inter ce matin, mais c'est quand même un vrai exemple. C'est-à-dire qu'on a demandé à la distribution de prendre des fruits et des légumes français pendant le confinement, d'acheter pour aider les agriculteurs. Bon, ils l'ont fait, et évidemment, ça a augmenté les prix. Alors, ça dépend des cas, mais les fraises, je ne sais pas combien, 20%. Et du coup, assez légitimement, les gens disent, mais attendez, vous nous avez augmenté les prix. Et c'est un scandale. Et donc, ce débat, il est très complexe, parce que produire en France, produire en Europe, et d'ailleurs, je le dis au passage, produire décarboné, ça sera plus cher. Il n'y a pas de mystère. On ne va pas aller lutter contre le Pakistan ou je ne sais pas quel pays. Enfin, on n'a pas le même modèle social. On peut débattre de l'intensité du modèle social, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'aura pas... Donc, c'est vraiment la question, je trouve, centrale qui est posée par cette crise. Merci, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, bon, la question de la relocalisation des productions, effectivement, on va y venir, si vous le voulez, un peu plus tard dans le débat, mais Philippe Martinez,
On a entendu Geoffroy Roux de Bézieux, voilà, la crise ressemble pas finalement aux crises économiques antérieures, elle a des causes différentes. Est-ce que pour vous, néanmoins, elle interroge, elle met en question la façon dont l'économie est dirigée et notamment ses règles fondamentales, c'est-à-dire ces règles qui font que c'est le marché qui décide? Effectivement, la crise, elle est inédite parce que c'est une pandémie et ça ressemble à aucune crise. Elle ne ressemble à aucune crise dite financière qu'on a pu connaître. La dernière était en 2008. Ceci dit, elle est révélatrice, ou en tout cas, elle révèle de façon plus forte encore ce que nous dénonçons et les maux de notre système. Et dans plein de domaines. Je pense que la première chose, et ça a trait à ce que vous venez de dire, et la question des localisations, des relocalisations, c'est que depuis des années, ça s'est accentué dans la dernière période, on parle de coût du travail, et c'est toujours le travail qui pose problème dans la société. Et quand on parle de coût du travail, c'est-à-dire on est dans la politique du moins-disant social. Alors c'est vrai à différentes échelles, parce que on ne peut pas comparer la France et les États-Unis, mais enfin, je pense que c'est ça. C'est toujours le travail qui pose problème. Et donc ça génère ce moins-disant social, cette course au moins-disant social, ça génère des délocalisations, par exemple. Et on peut, vous parliez des fraises ou les prix qui augmentent, on peut le prendre de deux façons, comme vous le dites, où on se dit c'est parce que les salariés sont pas assez payés ou parce qu'il y a trop de chômeurs qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits de qualité. D'ailleurs, ça pose la question des inégalités dans ce pays et à l'échelle de la planète qui se creuse. Donc, ça révèle aussi, par exemple, en matière industrielle, qu'on privilégie les actionnaires à l'investissement. On donne 2 fois plus aujourd'hui aux actionnaires qu'on en consacre à l'investissement. C'est une moyenne. Là aussi, si on veut préparer le pays, continuer à préparer le pays à l'avenir avec des nouvelles technologies, mais en même temps en modernisant les entreprises, parce que moi je ne suis pas, à la CGT on combat l'idée qu'il y aurait les vieilles entreprises qui seraient condamnées à disparaître et une industrie d'avenir qui serait l'alpha et l'oméga de l'avenir. Donc, il y a besoin d'investissement. Là aussi, ça révèle ce genre de problème. Et puis, troisième point, pour pas être trop long, il y en a bien d'autres, c'est ce fameux modèle social français. Enfin, au mois de décembre, pour à peu près un mois où il y a eu beaucoup de débats sur l'État, est-ce que certains étaient privilégiés? Est-ce que bénéficier de la protection, de la sécurité sociale, c'était un privilège? Est-ce que les services publics, c'était un privilège? Eh bien, cette crise, elle a révélé que, heureusement qu'on a, alors certains l'appellent un matelas social, nous, on parle de modèle social, parce que oui, là, on voit, dans ces périodes-là, la différence avec des pays comme les États-Unis. Je parle pas de la Chine, parce que là, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on voit bien la différence, c'est qu'en quelques jours, quelques semaines, 20 millions de chômeurs d'un côté, et puis un système ici qui permet de mieux réguler ces problèmes liés au chômage. Donc là aussi, ce qu'on nous présente toujours comme un handicap, s'est révélé durant cette crise plutôt comme un atout. Et donc, est-ce qu'on continue à casser tout ça, ou est-ce qu'on se ressaisit et on dit, profitons de ces atouts pour les développer. Et je pense que c'est bon, je pense pas, je suis sûr que c'est bon évidemment pour les salariés, mais aussi pour les entrepreneurs, pour reprendre un terme qui vous est cher, parce que on peut pas faire fonctionner une économie, on peut pas faire fonctionner une entreprise. J'ai jamais été patron, mais enfin j'en ai côtoyé quelques. De la CGT. Non, j'aime pas ce terme-là, moi, vous savez. Donc, je n'ai jamais été patron, mais j'en ai croisé quand même pas mal depuis que je milite à la CGT, depuis que je travaille d'ailleurs. Et une entreprise, c'est pas que les actionnaires, c'est pas que le patron. Certains rêvaient d'entreprises sans salariés, sans usines. Bon, on voit que c'est pas l'avenir, quoi. Merci Philippe Martinez. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, Philippe Martinez évoquait à l'instant justement la question du modèle social. On a vu notamment avec le chômage partiel l'ampleur de l'intervention publique dans ce domaine, que le besoin de ce type d'intervention a été revalorisé en quelque sorte par la crise, le besoin d'intervention publique de haut niveau. Est-ce que, selon vous,
il est acceptable et même faut-il revaloriser le rôle de la décision politique dans les orientations économiques, puisque là on sort d'une période où si l'État, si la décision publique n'avait pas pris des décisions fortes, le marché en lui-même était là en grande difficulté. Oui, alors évidemment, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est l'État qui nous a arrêtés. Il n'y a pas là que c'est assez logique que ce soit l'État qui vienne au secours des entreprises et donc des salariés. On en parlera plus tard. C'est quand même le chômage partiel qui permet de préserver, pas partout malheureusement, l'emploi, parce que c'est l'État qui a pris la décision. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas confiner, mais c'est la conséquence de... Pour ça, je pense qu'il y a un débat moral un peu différent de la crise de 2008. Maintenant, est-ce que le marché peut tout? Non. D'abord, il faut des règles, et les mêmes pour tout le monde. Et ça, c'est un point important. Je ne sais pas si on parlera de fiscalité, sûrement, et notamment de fiscalité internationale. C'est la vraie... Enfin, c'est pas la vraie, il y en a d'autres, mais c'est le sujet, je pense, que nous, entrepreneurs, on a en termes de préoccupation pour l'avenir. Une petite incise, MEDEF, on est rarement favorable aux impôts, en général. Mais on est pour la taxe GAFA, ce qui avait fait un peu grincer des dents. Enfin, je me suis prononcé pour la taxe GAFA parce que c'est la seule manière de rétablir une concurrence loyale avec certains géants américains. Donc, le marché ne peut pas tout. Il y a d'abord des secteurs qui ne sont pas adaptés au marché. Je pense, alors c'est plus à titre personnel, que l'éducation n'est pas forcément un outil, un objet qu'on peut mettre complètement dans les lois du marché. Parce que le court-termisme du marché est vraiment contradictoire avec la longueur de vue qu'il faut pour créer un établissement d'éducation, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec l'ancien patron de Google, par exemple, qui a plaidé, je ne sais plus, dans un journal récemment, pour développer le téléenseignement et derrière les opérateurs privés, c'est autre chose. Non, mais c'est plutôt la privatisation de l'éducation. Il y a aussi des défauts à la à tout rendre public, mais pour répondre à votre question sur le rôle de la puissance publique, le retour du commissariat au plan, oui, par exemple. Il n'avait jamais disparu complètement, mais il s'appelait autrement. Le retour au premier plan, voilà. Si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots du plan. Moi, donc, je revendique, y compris à la fête de l'UMA, le fait d'être libéral. C'est-à-dire, je pense que la liberté d'entreprendre, notamment, c'est pas la seule liberté, permet de la créativité, permet de créer des richesses et de les partager ensuite. Par contre, je reconnais aussi, et c'est pas parce que je suis à la fête de l'UMA que je le dis, qu'il y a des horizons de temps où le marché n'est pas capable d'agir. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement est trop long. Je vais prendre un exemple que Philippe Martinez connaît bien, qui est la voiture électrique. En fait, la voiture électrique, la première voiture électrique en France, c'était une Citroën dans les années 60. Mais les constructeurs, alors je ne sais pas pour Renault, mais en tout cas chez PS1, l'ont jamais développé parce que le retour sur investissement était trop long. Le surcoût de la voiture électrique, on n'arrivait pas à la vendre, etc. Donc il y a un horizon de temps où l'État peut avoir un rôle stratégique de dire, si les opérateurs privés n'y vont pas, parce qu'il faut 30 ans pour gagner de l'argent, alors j'y vais. Et ça ne veut pas dire qu'il faille revenir au tout État, à la planification parfaite. On sait que ça a des inconvénients par l'expérience historique, notamment évidemment dans l'Europe de l'Est. Et au-delà de ça, le monde est tellement devenu complexe que je pense que planifier comme dans les années 60, où il ne faut pas oublier que l'économie française des années 60, les débouchés c'était 100% en Europe et le marché intérieur faisait 70%. Ce qui d'ailleurs, si je peux faire un dernier petit incise, permet de répondre à l'argument que Philippe Martinez a développé tout à l'heure sur le thème. Alors je crois que je ne sais pas si c'est la CGT, la feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Et ou Force ouvrière. Ça a dû l'être. Ça a pu l'être, oui. Le problème, c'est le marché, enfin le marché, la taille du marché. C'est-à-dire que si on était sur un pays qui achetait tous ses biens fabriqués dans le pays, effectivement, c'est le théorème de Ford dans les années 20, j'augmente mes salariés pour qu'ils puissent acheter des voitures. Ça marche dans un univers fermé. Malheureusement, on n'est plus un univers fermé et je pense qu'on ne reviendra pas, on pourra discuter des frontières de l'Europe, etc. Il y a des choses qui vont bouger, mais on ne reviendra pas à un monde où la France ou l'Europe fabrique tous ces t-shirts, tous les poulets de l'électronique, etc. On peut revenir un peu en arrière, on peut faire de la localisation, mais en parvenir à 100%, je n'y crois pas du tout.
Merci. La feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Je crois que c'était un slogan de Jacques Chirac. Je suis pas sûr que. Ah merde. Ou alors peut-être. Pardon. Alors là, je suis désolé. En 95. Mais c'est ce qu'on dit. Donc. Oui, voilà. Il avait peut-être emprunté, au moins dans l'esprit, la CGT. Alors. Jacques Chirac n'a pas dit que des conneries. C'était au moment de la fracture sociale. Philippe Martinez. Un peu la même question. Est-ce que finalement, Geoffroy Roux de Bézieux dit le marché ne peut pas tout. Je suppose mais l'État ne peut pas tout non plus. Vous pouvez partager cette phrase. Est-ce que vous pensez qu'il y a une intervention publique dans l'économie qui fait qu'à un moment, le marché peut pas dicter ses règles? Le marché ne doit pas tout. Ne doit pas tout. Or, c'est quand même la dérive qu'on connaît depuis quelques décennies. Il faut des règles, et pas qu'en matière de fiscalité, et pas que pour les GAFA. Il faut des règles. En matière de fiscalité, comment on lutte contre l'évasion fiscale, par exemple. Il y a une affaire en cours en ce moment avec, c'est un fonds de pension américain, mais qui essaye de fermer un bout d'une entreprise à Cognac qui s'appelle Veralia. Donc, la fiscalité, mais aussi des règles sociales. Des règles sociales. Et on peut très bien, à l'échelle de notre pays, par exemple, en matière d'investissement public, créer dans les appels d'offres de marché public, qui représentent au moins 40% des investissements nationaux, imposer que les entreprises qui participent, ou en tout cas qui déposent des offres dans ces marchés publics, respectent un minimum de règles sociales. Et là, je pense que vous devriez être d'accord avec nous sur ça, puisque c'est votre prédécesseur qui rêvait de m'emmener en Chine, pas vous, vous ne l'avez jamais proposé. Aucune entreprise chinoise ne pourrait participer à des appels d'offres en France, pas sur des règles contraignantes. C'est juste l'application des conventions internationales de l'OIT, Organisation internationale du travail. Vous voyez, j'en prends deux, la liberté de se syndiquer et la liberté de faire grève. Si ces règles-là étaient dans les appels d'offres des marchés publics, pas d'entreprise qui ne respecte pas ça. Et si on fait le tour de la planète, il y en a quand même quelques-unes. Et puis des règles environnementales, là aussi. Et donc, fiscalité, environnement, social, ça permet... C'est pas du nationalisme, c'est pas du protectionnisme, je suis d'accord avec vous, c'est que les règles soient les mêmes pour tout le monde. On peut le faire à l'échelle européenne. Nous, on se bat, avec l'ensemble d'ailleurs, une grande partie des syndicats européens, pour qu'il y ait un salaire minimum en Europe. C'est-à-dire que, parce qu'il y a du dumping social, y compris au sein même de l'Europe, et des entreprises françaises, ou en tout cas fortement françaises, je vois la mienne, eh bien, s'appuie sur ces différences de règles sociales pour aller s'installer dans d'autres pays européens en disant mais ils travaillent plus, ils sont moins chers, ils n'ont pas les 35 heures, etc., etc. Donc je pense que on a besoin de règles, on a besoin. Et ça peut pas être laissé au marché parce que l'unique but du marché, c'est de casser ces règles et de culpabiliser ceux qui ont un peu de droit pour leur dire, vous voyez, si vous étiez dans tel ou tel pays, si vous acceptiez les règles sociales de tel ou tel pays, vous auriez du boulot. Ça peut pas être ça la logique. Et donc, oui, il faut un État un État en France, mais des États au niveau européen, et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Je rappelle que l'OMC n'a aucun rapport avec l'ONU, qui est la seule organisation au niveau international qui a cette légitimité, alors que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, comme l'OMS, est directement sous la coupe de l'ONU. Donc il faut des organisations internationales qui permettent ça. Alors, il y a des débats, mais le patronat mondial, on le voit bien dans les conférences internationales du travail qui se tiennent à Genève tous les ans, sauf cette année, sont quand même traînent des pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, pour qu'il y ait plus d'égalité de règles sociales et environnementales à l'échelle de la planète. On a vu le débat qu'il y a eu l'année dernière sur l'égalité entre les femmes et les hommes, etc., etc. Donc oui, il faut que dans ces conditions, l'État intervienne. Alors entre l'État ne peut pas tout, et comme je l'ai entendu encore de la part du nouveau Premier ministre, ça doit être une phrase que les premiers ministres successifs répètent dès qu'ils arrivent. Mais entre l'État ne peut pas tout et l'État ne peut rien, oui, il faut des règles. Et je finis juste sur une chose, il faut y compris des règles dans notre pays. Il y a des tentatives, et pas vous faire de procès d'intention, mais en tout cas j'entends des voix patronales qui disent qu'il faudrait même des règles au niveau des régions. Par exemple, des SMIC régionaux. On peut mesurer
ce que ça donnerait comme catastrophe. Ça serait là aussi l'organisation du moins-disant social selon la région où on habite. On peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, ça se voit déjà aujourd'hui en matière de financement public. Il y a beaucoup d'aides publiques. Vous ne payez pas que des impôts, Monsieur Roux de Bézieux. Il y a quand même beaucoup d'argent de nos impôts à nous qui vont dans les poches d'un certain nombre de grandes entreprises à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ou locale. Alors, je peux répondre à ça? Oui, bien sûr, évidemment. Ça ne vous ennuie pas qu'on vous boycotte? C'est le but du débat, allez-y, je vous en prie. Il y a pas mal de choses, je vais juste commencer par la dernière. Vous savez ce que c'est qu'une aide publique? C'est un morceau d'impôt qu'on vous a pris, qu'on vous rend. Ça, la réalité. Parce que les entreprises payent énormément d'impôts. On est le pays, vous le savez, paye le plus d'impôts particuliers. Particuliers, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Particuliers et entreprises. Donc, dire je te pique ton portefeuille et je te rends 100 balles de je t'ai piqué, je pense que ce n'est pas la bonne manière de raisonner. Quand on est une discussion sur quels sont les bons leviers à actionner ou où on veut que les entreprises se dirigent, ça peut faire partie du débat. Mais ce procès permanent en disant les entreprises s'en mettent plein les poches, moi je ne l'accepte pas. Je vais revenir par contre sur le début de votre intervention. L'impôt, il est dû par tous. Oui, bien sûr qu'il est dû par tous, mais tout le monde le paye. Les entreprises comme les particuliers aussi. Les particuliers, oui, bien sûr. Et on parle quand même beaucoup plus, en tout cas par exemple le plan de relance. C'est avec vous que j'ai débat ou avec Philippe Martinez? Non, mais juste sur cette question de la fiscalité, de baisse des impôts de production, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, et pas de baisse de la TVA, pas de baisse de l'impôt que tout le monde paye. La taxe d'habitat. Bon, mais on reviendra sur les impôts. Je voudrais juste revenir sur les marchés publics. Nous, on n'est pas contre. On a poussé alors en anglais Buy European Act, qui est l'équivalent de ce que font les Américains et qui simplement privilégie les entreprises européennes dans les appels d'offres vis-à-vis des entreprises hors Europe. Les Américains le font avec une loi. Les Chinois le font sans loi parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc un marché public en Chine, c'est de toute façon une entreprise chinoise, quels que soient les cas. Et je trouve dommage qu'on ne le fasse pas. Et en fait, ça répondrait à votre point, puisque par construction, une entreprise européenne, elle est mieux disante sociale que son confrère, enfin que son concurrent américain et que son concurrent chinois. Sur le patronat mondial, je vais vous faire une confidence, ça n'existe pas le patronat mondial. En réalité, il y a une organisation, mais l'équivalent du MEDEF en Chine, c'est le Parti communiste. Donc, c'est pour ça que Gattaz voulait m'emmener en Chine. Peut-être, ouais. Le MEDEF et le Parti communiste chinois ont des intérêts communs. Non, mais pour être sérieux 2 minutes, il n'y a pas de liberté de se syndiquer en Chine, mais il n'y a pas non plus d'organisation représentant les employeurs, parce que de toute façon, c'est une économie qui est dirigée. Bon. Donc, à partir de là, je serais ravi qu'il y ait une gouvernance mondiale. Peut-être que je suis trop pessimiste ou lucide, je n'y crois pas. Je crois au contraire que la bonne manière d'agir, c'est d'essayer. C'est compliqué parce que l'Europe, même à l'intérieur des 27, on sait bien qu'il y a des modèles, des sous-modèles différents, mais de définir ce que c'est que le capitalisme européen. Vous savez, il y a ce vieux truc du capitalisme rhénan par opposition au capitalisme anglo-saxon, donc qui est un modèle différent, qui est moins financier, qui est un modèle social plus protecteur, avec des nuances entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Parce que moi, je suis vraiment convaincu, je ne dis pas ça pour jouer à se faire peur, qu'on rentre dans les années qui viennent dans une guerre de modèles économiques. Alors, j'exclus, pour répondre à la toute première question, qu'il y ait une alternative. Ça fait 200 ans qu'on cherche et ça n'a jamais marché. Mais on peut avoir ce débat aussi. Mais si on reste dans une forme d'économie de marché, vous avez le modèle anglo-saxon, le modèle chinois, qui réussit. Parce que nous, pendant très longtemps... À quel prix? Oui, mais il réussit. Attendez, je ne suis pas en train de le défendre. Ah bon? Non, mais... Ah bon? Non, mais il faut se dire un truc. C'était une tradition au MEDEF de défendre le modèle chinois. Non, mais il y a 20 ans, tout le monde croyait, enfin tout le monde, peut-être pas vous, mais tout le monde croyait, quand Clinton fait rentrer la Chine à l'OMC, l'idée derrière, c'est de dire... C'est une vieille idée politique. La liberté politique va de pair avec la liberté économique. Donc, vous donnez la liberté économique à la Chine, qui va rentrer dans l'économie de marché, et derrière, il y aura, peut-être pas une révolution, mais il y aura en tout cas un progrès vers la liberté syndicale, liberté politique, quoi, celle qu'on connaît, nous, dans nos démocraties. Mais en fait, il s'est passé l'inverse. Et d'ailleurs, il s'est passé l'inverse dans beaucoup de pays du monde. Aujourd'hui, le monde est moins... Enfin, c'est ce que vous avez dit, je crois que l'on peut être au moins d'accord là-dessus. Le monde est moins démocratique. Il
y a plus de pays qui pratiquent, plus ou moins, alors évidemment avec des degrés, une forme de régime autoritaire. Et ce qui est, je trouve, très inquiétant, c'est que économiquement, en termes de performance économique pure, ça marche. Ça dépend des pays, hein, évidemment. Et donc, je pense que ça pose un problème collectif de définir le modèle européen. Alors après, à l'intérieur de ça, vous le savez, enfin, je pense qu'au niveau des syndicats européens, vous devez retrouver le même problème, et on a le même problème au niveau des patronats européens. Ben, vous avez des pays qui sont, on va dire, plus sociaux que d'autres, mais enfin qui ont une vision différente à l'intérieur de ce modèle de l'économie de marché. Et quand on essaie d'avoir, au niveau du patronat européen, présidé par Gattaz, une position commune, eh ben c'est très difficile. Par exemple, sur la taxe carbone aux frontières, nous, on la soutient. Je peux vous expliquer encore un impôt que je soutiens, oui, donc tout arrive. Je peux vous expliquer pourquoi, mais on est les seuls pour le moment. Pas les seules organisations patronales. Les Allemands commencent à un peu bouger. Donc, je pense que là, il y a un travail qui est compliqué, mais qui est possible au niveau mondial. Objectivement, j'y crois pas. J'aimerais que vous ayez raison, hein, d'ailleurs, d'une certaine manière, mais je n'y crois pas une minute. En tout cas, les États peuvent imposer des règles, et des règles qui sont pas... Mais c'est chacun la sienne. Ouais, c'est ça le problème. Oui, mais il y a des organisations, il y a des organisations internationales. Enfin, on arrive. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile, par exemple, sur le maintien de la paix, sur l'ONU. Mais y compris, on pourrait, enfin, en tout cas, nous, on le propose, d'avoir des tribunaux internationaux pour sanctionner des entreprises qui ne respectent pas les droits sociaux. Parce que, comme on le fait pour d'autres questions, y compris, il faudrait intégrer aujourd'hui les questions environnementales, parce qu'il y a des entreprises qui ne tuent pas directement des salariés à cause des conditions de travail, mais qui tuent la planète et qui ont des conséquences sur les citoyens. Donc je pense que il y a des et ça c'est le rôle des États. Alors évidemment dans la diversité des États qui existent. Mais par exemple, moi je reviens. On va arrêter de parler de vos impôts, mais parce que vous parlez beaucoup d'impôts, mais jamais de subventions. Il y a beaucoup de subventions. Enfin, moi j'appelle ça des subventions publiques pour les entreprises, et ça on peut faire. C'est des milliards et des milliards. Mais je ferme cette parenthèse. Par contre, il pourrait y avoir, y compris parce que les entreprises françaises profitent de ces États qui ne sont pas très regardants avec les droits sociaux, et ça on fait ça au nom du marché. On parle de loi du marché, on dit mais oui, mais si on s'implante pas là, vous vous rendez compte, on va pas avoir de débouchés. Or en fait, alors pas directement, hein. Faudrait vérifier, mais pas directement, mais dans les sous-traitants, il y a des entreprises, on en a dénoncé dans l'automobile, on peut en dénoncer dans plein de choses, qui font travailler des enfants, et ça. Au moins au MEDEF, vous pourriez taper du poing sur la table, parce que là, c'est pas de la faute ni aux Chinois ni aux Américains. Hein. C'est au nom de la loi du marché. Ah oui, mais c'est comme ça. Vous savez, un PDG me disait, nous, on respecte les règles en vigueur dans les pays où on va. Voilà le problème. On n'a pas d'éthique sociale et parfois pas environnementale. On pourrait au moins discuter de ces questions-là. Geoffroy Roux de Bézieux, justement, oui, quels sont les critères, les enfants, pardon. Quels sont les critères qui doivent guider l'économie de demain? Pour être concret, est-ce que la recherche de la rentabilité, elle est compatible avec les impératifs sociaux, environnementaux, dont l'importance s'est accrue, on l'a vu, en tout cas la perception, cette importance s'est accrue avec la crise? Juste, évidemment, je ne connais pas toutes les entreprises françaises internationales. Et il y a une loi qui a été passée en 2015, je crois, qui s'appelle le devoir de vigilance, qui permet n'importe quelle ONG d'attaquer une entreprise française. On est les seuls au monde à avoir ça. Si jamais je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je dis que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises françaises qui, encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, aient des sous-traitants. Alors peut-être qu'au bout de 5 sous-traitants, ouais, mais il y a un moment où ça devient très 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 compliqué quand même. Hein, non mais honnêtement, non, la vraie économie, c'est très compliqué de savoir qui livre quoi. Donc, en tout cas, je serais très étonné, évidemment, je ne peux pas parler pour toutes les entreprises. Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut séparer l'aspect, pas le séparer, mais disons que les problèmes se posent différemment sur l'aspect environnemental que sur l'aspect, on va dire, social. Sur l'aspect environnemental, je commence par ça parce que c'est le plus difficile. J'ai vu que le maire de Lyon disait que le Tour de France, c'était machiste et polluant. Bon. Oui, toute activité humaine, c'est polluant. Quand je me lève le matin, sauf dormir. Sauf dormir. C'est pour ça qu'on est pour les 32 heures, parce que quand on dort, on ne pollue pas.
Ouais, on n'est pas obligé de dormir avec les 3 heures supplémentaires, on peut faire du vélo. Hein. Non, mais je veux dire, vivre, se lever, manger, boire, avec modération bien sûr, etc., etc. Je sais pas quoi, se raser le matin. Voilà, bon, je veux dire, à un moment, donc l'activité c'est polluant et dans 99% des cas, en tout cas dans le monde de l'entreprise, si produire en polluant moins, c'était moins cher, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, puisque le marché, le fameux marché, nous pousse à baisser les coûts. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que produire décarboné, c'est plus cher. Alors, ça dépend beaucoup des cas, parce qu'il y a des moments où en investissant, on retrouve, alors après des années, un équilibre économique qui fonctionne. Mais dans certains cas, ben non. Je prends un exemple que j'ai un peu étudié, qui est le ciment. Le ciment, de quel que soit le ciment du monde, c'est un ciment décarboné. On peut décarboner pas complètement, parce que c'est le ciment, en fait, c'est l'industrie qui produit le plus de CO2. On peut décarboner, alors pas complètement, mais je crois qu'on peut baisser de 30 à 40% par tonne de ciment l'émission de CO2. Sauf que ça coûte à peu près 30% plus cher. Le problème, c'est que les cimentiers français qui veulent le faire, ils vont vendre leur ciment à qui? À des entrepreneurs du bâtiment qui vont dire, moi je peux pas acheter mon ciment 30% plus cher parce que je sais pas le vendre aux particuliers à qui je construis la maison ou enfin au chantier 30% plus cher. Donc, on est face à une difficulté économique et c'est pour ça, ça me permet de boucler avec la taxe carbone aux frontières, qu'on soutient cette taxe. C'est quoi la taxe carbone aux frontières? C'est en fait un système qui dit, je vais prendre le contenu carbone d'un produit qui arrive de l'extérieur, je vais faire une estimation pour être précis, parce que c'est ça où c'est difficile, et je vais lui appliquer la différence de coût. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si on dit, OK, j'oblige au 1er janvier 2021 tous les cimentiers français à employer un procédé qui baisse le carbone, ils vont plus vendre leur ciment, donc ils vont fermer, on continuera à importer du ciment, et on aura détruit de l'emploi, et pas sauvé la planète, puisque le ciment qu'on aura importé viendra de l'étranger. La grosse difficulté de ça, au-delà de la difficulté politique que j'ai évoquée, c'est-à-dire que les autres pays ne sont pas d'accord, notamment les pays qui sont plus importateurs que nous, c'est le fait que comment on fait pour tracer, production par production, le contenu CO2 sur du matériel. On est capable de le faire, par exemple, en matière de transport. Comment c'est transporté, parce que bien souvent, c'est en camion. Oui, on prend... Alors, non, mais je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible pour l'acier. On peut avoir une estimation, quand même. Voilà, on prend ce qu'on appelle je cherche le mot en français, mais un proxy, c'est-à-dire, on dit, l'électricité turque, en moyenne, elle est produite par le charbon à 80%, donc on fait une estimation. Ça marche ça marche. Si on a un accord politique, ça marche pour le charbon, ça marche pour l'aluminium, ça marche pour l'acier, mais ça devient très compliqué quand c'est un téléphone portable dont un bout a été fait à Taïwan, l'autre bout à Shenzhen, le troisième bout, etc., etc. Mais c'est la seule réponse, pour moi, à l'environnement, enfin, au réchauffement climatique, parce que l'autre solution, on la connaît, hein, c'est la décroissance. Et ça, je pense qu'on n'y est collectivement pas prêt. Vous avez des gens qui sont prêts, effectivement, à vivre en étant en autarcie, etc., la toilette sèche, le truc, le machin. Mais je pense que c'est quand même pas la majorité de nos concitoyens. Sur le plan social, là, on est sur autre chose. Ça me gêne pas de parler de modèle social. Mais ce modèle social, il a un coût. Ce sont les cotisations sociales. Donc, un peu, salaire différé, pour prendre un vocabulaire de la CGT. On aime bien cotisation sociale, vous parlez toujours de charges. Bon, c'est la même chose. On paye pour avoir un salaire. Allez-y. C'est le même taux. On paye pour avoir... Bon, le problème, c'est qu'au sein de l'Europe, vous le savez, on a des modèles sociaux qui sont encore, je ne parle même pas de l'Asie ou de la Chine, etc., qui sont encore très différents. Et on a choisi, tous collectivement, alors vous n'avez peut-être pas tous voté de la même manière, mais on a choisi d'unir nos destins sur le plan économique avec la même monnaie. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, en gros, vous proposez un SMIC européen, pourquoi pas? Je vais vous dire, si je suis très cynique, ça nous avantage. Puisque globalement, même si on a des usines à l'étranger, on a plus de production en France. Donc ça va faire monter les coûts des autres. Donc c'est très bien, faire des consommateurs plus riches. Le problème, c'est qu'aller dire ça au patronat polonais enfin, vous voyez... C'est à vous de le faire, ça, hein, c'est pas à moi. Moi, je suis pas patron des patrons polonais. Ah bon, pardon. Non, vous êtes patron des patrons. Porte-parole des patrons. Ah d'accord. Donc, je sais pas faire. Alors, on peut imaginer Attends, je finis. On peut imaginer, par exemple, et nous, on n'est pas forcément hostiles à ça, d'avoir un SMIC qui soit déjà un pourcentage du salaire moyen, etc. C'est-à-dire qu'en rapport avec le pouvoir d'achat du pays.
je ne sais plus quel est le salaire moyen en Pologne, je vais dire une bêtise, enfin il est évidemment en dessous de la France, vous ne pouvez pas mettre le SMIC au-dessus, quoi. Ça ne marchera pas. Donc il faut des travailleurs. Bon. Donc cette idée d'avoir, encore une fois, moi je crois à la guerre des modèles, enfin je crois, c'est pas que je crois, je crains la guerre des modèles. Je crains qu'on soit, dans les 20 années qui viennent, en confrontation avec les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre. Lisez, je vous dis ça sans arrière-pensée, le livre de Pietrucci sur l'affaire Alstom. Et le gars qui a été... c'est un cadre d'Alstom, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Non, mais je connais... Eh ben, le livre, lisez-le, c'est vraiment intéressant. Enfin, je ne fais pas de pub pour le bouquin, mais le mec, on l'a fait venir au MEDEF, je veux dire que c'est des salles pleines. En gros, je vais résumer ça sans exagérer, mais c'est un cadre d'une société française qui était sous OPA de General Electric et qui a été un peu pris en otage dans cette affaire. Donc, je crois vraiment qu'on rentre dans une période où chaque pays va défendre ses intérêts beaucoup plus qu'avant. Et nous, Français, seuls, on n'y arrivera pas. Donc, il faut être européen. Oui, non, mais... Et il faut essayer de faire converger ça, et c'est compliqué. D'accord, mais... Une réaction, Philippe Martinez, puis après on passe à la deuxième partie du débat, quand même, qu'on aborde la question de l'emploi, du travail de demain. En vous écoutant, on ne pourrait rien faire. Et donc, c'est conforme à ce que vous pensez. C'est-à-dire que c'est d'abord la loi du marché qui commande, et puis après, on essaye de limiter les dégâts. Nous c'est là où on est vraiment... Enfin, on a des visions opposées. C'est qu'on pense qu'il faut plus de protection, dans tous les domaines, protection sociale, sécurité sociale. Si on veut consommer, il ne s'agit pas de consommer moins, c'est de consommer mieux. Et pour consommer mieux, il faut avoir les moyens de consommer. Vous savez, l'année dernière, j'étais à un débat et un monsieur lève la main dans la salle et me dit « Monsieur Martinez, j'aimerais bien être un écologiste volontaire. Moi, je suis un écologiste involontaire. Je ne peux pas me chauffer, je n'ai pas l'électricité, je ne mange pas tous les jours à la faim. Je suis chômeur. » Je crois que ce monsieur a bien résumé comment on doit voir les choses, c'est-à-dire soit on peut, soit on ne peut pas. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui ne peut pas consommer comme il veut, etc., etc. Et donc, oui, il faut des règles. C'est ça le curseur qu'il faut changer. Pour venir au début de la question, c'est ce que révèle en masse, enfin de façon très forte, cette crise qui est une crise sanitaire, mais elle révèle tout ça. Et j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est qu'on est reparti comme avant, on ferme la parenthèse. Alors, même si la crise n'est pas terminée, il faut rester vigilant, mais on repart comme avant. Quand les actionnaires disent à la fin de l'année, il nous faut un peu de sous, on ferme, on licencie, et donc on est resté dans le même... C'est ça qu'il faut changer. Merci. Alors, je voudrais qu'on consacre un temps de débat aussi aux questions de l'emploi et du travail de demain. On sait qu'on est dans un moment, puisqu'on parle de la crise, où on nous prédit une augmentation très forte du chômage. Ça a déjà d'ailleurs commencé, mais d'ici la fin de l'année, on pourrait se retrouver avec un taux de chômage beaucoup plus élevé qu'il n'est encore aujourd'hui. Alors cette question s'adresse un peu à vous deux, mais comment finalement faire pour affronter les besoins de formation, de production, pour rebondir et pas laisser s'installer le chômage qu'on nous prédit comme une fatalité? Comment les entreprises peuvent faire? Comment les pouvoirs publics peuvent faire? Quel rôle les syndicats peuvent jouer là-dedans, les salariés, et aussi quelle qualité de l'emploi? Parce qu'il ne suffit pas de créer des emplois s'ils sont précaires et qui ne permettent pas aux salariés, par exemple, de se projeter dans la vie et d'en vivre. Qui commence? Commencez, parce que... Martinez. Il y a beaucoup de sujets dans la question. La première chose, c'est, oui, quelle qualité de l'emploi? On voit bien que les premiers qui ont été touchés, les 600 à 700 000 dont on parle, c'est tous les emplois précaires, les emplois intérimaires, et donc beaucoup de jeunes. Donc la qualité de l'emploi, elle est essentielle. Et donc le contrat à durée indéterminée, ça devrait être la règle. C'est pour ça que les aides qui sont données aux employeurs peuvent être une bonne chose, je pense, pour les alternants, etc., à condition qu'à la fin, ça se transforme en CDI. La deuxième chose, c'est pourquoi les entreprises proposent d'abord de licencier avant d'essayer de travailler des projets alternatifs.
pas rentrer dans... J'ai quelques exemples. Vous avez un groupe finlandais qui trouve qu'une usine en Normandie, la Chapelle d'Arblay, n'est pas assez rentable. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas rentable, pas assez rentable, parce que c'est souvent ça, hein, la question. Et donc on dit, on ferme. C'est une usine qui fabrique du papier, qui recycle du papier usagé, qui, avec les déchets de son papier, fait de la biomasse. Une usine d'avenir, malgré qu'elle ait 92 ans. Eh ben, on dit pas assez rentable dehors. Et des exemples comme ça, on en a, Veralia, etc., j'ai cité. Pourquoi on ne discute pas d'abord d'alternatives, quel investissement, quelle compétence et donc quelle formation, avant de dire on licencie, puis on renvoie à l'État et aux impôts, à la collectivité, le traitement social des chômeurs. Ça aussi, or les salariés, ils ont des alternatives. Et puis la quatrième chose, ou la troisième, je ne sais plus où j'en suis, et je pense qu'il faut qu'on ait un débat là-dessus. Y compris, on peut l'avoir avec le MEDEF et le gouvernement, c'est sur le travail. Moi, je suis vraiment inquiet du nombre de salariés qui me disent « je ne sais plus pourquoi je vais au boulot ». Eux, ils ont du boulot, hein. Je ne sais plus. Ce qu'on me demande de faire, je ne sais pas pourquoi on me le demande. Parce qu'il y a des notes de service, parce qu'il y a des cadrages, des machins, et des salariés me disent « mais je vais faire ça, ça ne va pas marcher, mais on me demande de le faire. » Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Vous savez, vous devez en connaître aussi, le nombre de salariés. Avant, c'était une fierté que ces mômes travaillent dans la boîte où on bossait. Aujourd'hui, le nombre de salariés qui me disent faut qu'ils trouvent du boulot, mais alors surtout pas dans ma boîte, m'inquiète. Et donc, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur quelle place dans l'entreprise, comment on peut donner son avis. On ne veut pas remplacer les patrons, mais on devrait pouvoir donner son avis. On devrait donner son avis sur pourquoi on fait tel projet, pourquoi on fait ci, pourquoi on travaille comme ça. Je pense que c'est une réflexion urgente à avoir, parce que sinon, je crains des problématiques importantes au niveau social, mais y compris des problèmes de santé. Et on est en train de discuter sur santé au travail. C'est un sujet essentiel, la question du sens du travail. Il faut qu'on s'agite là-dessus. Or, par exemple, d'un point de vue politique, les oreilles se ferment. Enfin, on ne se comprend pas. Quand on leur parle travail, ils parlent emploi, chômage, mais pas travail. Geoffroy Roux de Bézieux. Je vais commencer par une autre dimension que Martinez n'a pas évoquée, mais je prendrai. Moi, ce qui m'inquiète, presque plus que ce que vous avez dit, c'est ce que j'appelle, je ne suis pas le premier d'ailleurs, la métropolisation de l'économie. Le chiffre qui me frappe, que je cite souvent, c'est 80% des emplois créés, je vais le dire parce que je ne peux pas résister à la blague, le million d'emplois qui a été créé entre 2014 et 2019. Grâce à un pins. C'est une blague ? Non, il y a eu 1 million d'emplois nets créés en France. Ouais. On débattra de savoir si c'est le CICE ou pas, mais l'économie française a créé 1 million d'emplois dans le privé. D'ailleurs, pas tout à fait 1 million, je crois que c'est 990 000, un truc comme ça. L'essentiel de ces emplois a été créé dans 20 métropoles. Ça veut dire, en fait, alors je ne parle pas de personnes là, mais de territoires, que les territoires riches s'enrichissent en quelque sorte, et que les territoires pauvres, et notamment les villes moyennes, s'appauvrissent. Alors, je dis ça parce que je pense que c'est un sous-jacent, en tout cas du début des Gilets jaunes. Quand on voit, moi, ma mère est de Châtellerault, quand on voit le centre, qui est une grosse ville, enfin qui est encore une grosse ville industrielle, le centre-ville de Châtellerault, vous avez un magasin sur 3 qui est fermé, et donc quelques plans de restructuration à Châtellerault. Et bien sûr, il y en a eu la métallurgie. Depuis 68, la fermeture de la Manu, il y en a eu un paquet. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a une géographie dans notre pays. Une géographie, on a la manière dont la population est répartie fait que on ne peut pas demander aux gens du jour au lendemain de dire il n'y a plus de boulot dans votre ville, donc vous allez ailleurs. Ça ne marche pas. On peut essayer sur une très longue période, mais ça ne marche pas. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que ça va s'accélérer. En fait, la bonne comparaison, c'est qu'au 19e siècle, on mettait les usines près des mines de charbon ou près des rivières, parce que c'est là où était la force productive. Aujourd'hui, c'est près des facs, c'est là où il y a les gens formés, etc., etc. Et donc, on les mettait aussi près des gares
elle ferme, et donc parce que les questions de mobilité, elles sont posées. Hein. Non, mais c'est pour bien ça sûr. qu'il faut un service public plus musclé. Je finis. Bon. Allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi, pas dire que c'est le sens du travail est un sujet important, mais je pense que là, on va au-devant. En France, si vous voulez, en Hollande, c'est 3% de chômage, 74% de taux d'emploi. Mais en Hollande, les gens, ils déménagent pas parce que le pays est petit, et donc, en fait, donc ils n'ont pas ce problème-là. Bon, c'est un petit pays. Nous, on n'est pas comme ça. On a cette structure de population, on a énormément de villes moyennes, et je pense qu'on va avoir un problème. Et le lien entre désindustrialisation et métropolisation de l'économie, il est évident. Puisqu'on sait bien que les usines, elles sont plutôt, pas toujours, mais plutôt dans les villes moyennes. Alors après, sur le sens du travail, nous, on a des études contradictoires là-dessus, en fait, en réalité. D'abord, une petite remarque quand même, l'État employeur est peut-être pas le mieux placé pour donner des leçons. Non, je dis pas Philippe Martinez, je dis l'État employeur. J'ai l'impression que j'étais ministre. Non. Ben, ça m'avait échappé, en tout cas. D'accord. Et on est d'accord avec vous. L'État employeur montre le mauvais exemple, ce qui vous permet à vous de dire, comme eux, ils ne le font pas, nous, on ne le fera pas non plus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, pardon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Non, mais dans ce pays, l'État employeur donne beaucoup de leçons à l'employeur privé, en permanence, ne serait-ce que sur la précarité de l'emploi. Exactement. Puisque, Et donc, le sens du travail, on voit des choses très différentes. On voit effectivement beaucoup de gens, et notamment chez les jeunes, qui disent « moi, je ne travaillerai pas dans une entreprise où il n'y a pas du sens ». Et d'ailleurs, c'est ce qui fait progresser les entreprises le plus vite sur la RSE, en réalité. Je vais vexer Philippe, mais les organisations syndicales ont un rôle, mais c'est souvent les jeunes salariés qu'on embauche qui mettent une pression en interne, qu'ils soient syndiqués ou pas, sur, entre guillemets, le sens de l'entreprise. Total, c'est un cas évident. Ils embauchent des jeunes ingénieurs, là, ils ont été boycottés à Polytechnique, et du coup, ils accélèrent sur la transition énergétique. Mais on voit aussi, dans toutes les études, alors je vais citer, je suis désolé, l'étude de la CFDT sur le travail il y a 2 ans, une fierté d'appartenance et une fierté de ce qu'ils font. Alors évidemment, comme toujours, il y a des exceptions, comme toujours, il y a des gens qui ne sont pas heureux, comme toujours. Je suis sûr même qu'à la CGT, en tant qu'employeur, vous devez avoir des gens qui ne sont pas contents de travailler. Juste parce que je l'ai regardé, cette étude dont vous parlez. Celle de la CFDT ? Oui, ça j'imagine. Tout le monde est fier de son travail, enfin, de ce qu'il sait faire. C'est là la partie que vous citez. La relation à l'entreprise, elle est différente. Voilà. Oui, mais du coup, si on est fier de son travail, c'est-à-dire quand il y a du sens, qu'on comprend ce qu'on fait, etc. Ouais. Mais bon, je ne nie pas qu'il y ait une demande. On parle avec Laurent Berger. Je peux l'inviter l'année prochaine. Je ne sais pas s'il est déjà venu à la fête de l'UMA, d'ailleurs. Non ? Bon. Peut-être tu aurais déjà l'invité, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé. Oui. Du coup, j'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Oui, le sens du travail. Non, mais de toute façon, c'est un problème qui nous est posé parce qu'à partir du moment où les salariés sont démotivés, ça ne marche pas. Donc, c'est évident qu'on a ce défi-là. Maintenant, et ça peut pas être dans l'État. Pardon, ça peut pas être à l'État de s'occuper de ça. Ce que vous disiez tout à l'heure, on n'entend pas. C'est là où on a une vraie différence. Mais je crois qu'il faut qu'on le dise. Nous, on pense que c'est dans les entreprises que ça doit se déterminer entre les représentants syndicaux, dont je l'ai dit en entrée, moi je suis pas pour un monde sans syndicat ni sans représentation syndicale. C'est aux salariés de décider. Et la direction. Mais vouloir régenter le sens du travail de manière normative, nationale, ça me paraît... ça dépend tellement des métiers. Vous n'avez pas compris ce que je disais, vous n'avez pas voulu comprendre. J'ai dit, il faut que l'État regarde ça. Mais est-ce qu'on a besoin de l'État ? D'ailleurs, l'État est employeur. Oui, en tant qu'employeur, mais on n'a pas besoin de l'État pour nous dire ce genre de choses. Et parce que sinon, les propositions qu'on peut faire, vont dire, mais c'est pas ça la priorité. Il faut les sensibiliser. Je vous ai dit, je trouvais assez caractéristique que quand on parle travail à un homme ou une femme politique, dans 90% des cas, ils vont répondre emploi ou chômage. Moi, je vais juste vous citer une phrase que beaucoup de collègues, là c'est dans ma boîte, disent depuis des années. C'est avant, et c'est pas la nostalgie, avant quand je faisais quelque chose, on me demandait est-ce que ça marche ? Et maintenant on me demande combien ça rapporte. Je pense que cette phrase-là symbolise bien cette appréhension du travail et la prise en compte du savoir-faire des salariés et par rapport à leur direction. Et je suis dans une entreprise, tout le monde la connaît, je travaille chez Renault,
une grande entreprise où il y a du monde, il y a des... Voilà. Mais c'est quand même une logique qui prime maintenant, d'ailleurs beaucoup plus dans les grandes entreprises que dans les PME, TPE. Oui, ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin bon, c'est un autre débat. Alors justement, je voudrais vous entendre sur deux sujets peut-être. D'abord sur celui que commençait à aborder Philippe Martinez, effectivement. Sur il n'y a pas moyen de baisser les projecteurs, parce qu'on commence à vraiment avoir chaud, non? En tous les cas, on est résistant. Voilà, deux questions. Quelle place pour les salariés dans l'entreprise? Parce que on ne peut pas être moins résistant que Philippe Martinez. Bon, laissez les projecteurs. Vous avez dit, Monsieur Roux de Bézieux, vous n'êtes pas contre les syndicats et donc la place de la représentation des salariés dans l'entreprise. Tout à l'heure, Philippe Martinez évoquait la place et l'implication des salariés, y compris dans les choix des entreprises. J'aurais voulu vous entendre sur quelle place. Est-ce qu'il faut revaloriser finalement la place des salariés dans leur implication dans les choix de gestion des entreprises, et puis également la question de la responsabilité des employeurs, puisqu'on parle travail, on parle d'emploi, on sait aussi que ça concerne des bassins de vie. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité sociale des employeurs? Je me souviens que récemment, on a eu une loi Pacte qui a ouvert un débat sur ce qui pouvait être la définition juridique de l'entreprise, qui ne pouvait pas se limiter à la question de la détention de son capital par des actionnaires, et donc se poser en filigrane la question aussi du rôle de l'entreprise dans la cité, et donc de la responsabilité de ceux qui en ont la charge, qui excède simplement le périmètre des salariés qui la constituent. Voilà, deux questions. Qui commence? Ouais, je vais répondre à ça, parce que vous faites allusion à la raison d'être. Oui, voilà, tout à fait, oui. Bon. Non, ce qui est clair, c'est que depuis nombreuses années, les attentes vis-à-vis de l'entreprise vont très au-delà de ce qu'elles allaient avant. On est sorti de la théorie de Friedman qui disait une entreprise, elle fait du profit, et le reste en découle, c'est du profit, elle paie des impôts, et puis après, c'est à l'État de s'occuper de tout. Les attentes, en fait, quand on regarde bien les études, les attentes vis-à-vis de l'État baissent. Alors, je parle d'avant le Covid, et les attentes vis-à-vis d'entreprises, notamment les grandes, augmentent. Donc, oui, une entreprise, elle doit s'occuper de ses parties prenantes. Mais là où on ne sera pas d'accord, je pense, vraiment que je ne devrais pas dire ça, mais enfin, je me doute. Vous avez un parti pris, c'est dingue. Ouais, je suis complètement pris de parti. Vous êtes trop pessimiste. Là où peut-être on ne sera pas d'accord, c'est que... je vais dire un gros mot, la fête de l'humain. Moi, je reste capitaliste. C'est-à-dire que c'est celui qui met l'argent qui, in fine, doit décider. Autrement dit, consulter, dialoguer, notamment sur les conditions de travail. Mais à un moment, comment ça marche, le capital, l'économie de marché? Moi, quand j'ai monté ma boîte, je n'avais pas de capital. Donc, j'ai emprunté, j'ai mis de l'argent, puis j'attendais un retour. Alors, évidemment, on peut débattre de la vitesse du retour et du rendement. C'est un vrai débat. Un vrai débat, oui. C'est un vrai débat. Mais à un moment... Le capitaliste, tant qu'on est dans une économie de marché, il attend un retour. Et donc, à un moment, la décision finale, elle doit appartenir à l'actionnaire. Bon, mais ça n'empêche pas, donc on n'est pas une ONG, mais ça n'empêche pas, ça se saurait, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, évidemment, on ne dirige pas une entreprise comme on dirigeait il y a 30 ans. Et je me permets d'ajouter, plus l'entreprise est grande, plus elle a de responsabilités, c'est-à-dire que la raison d'être, vous avez suivi qu'il y avait un débat, finalement moi j'ai décidé qu'on adopterait la raison d'être, mais quand vous êtes, je sais pas quoi, camion pizza avec un salarié, votre raison d'être, c'est d'abord quand même de nourrir, enfin on ne peut pas rentrer dans des choses de la même nature que si vous êtes Total ou si vous êtes Renault, forcément la rentabilité, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les salariés n'a rien à voir. Donc, je pense il faut trouver l'équilibre entre l'économie sociale et solidaire, qui a ses vertus, mais qui ne peut pas répondre à tout, on le voit bien partout dans le monde, et puis le modèle, encore une fois, américain, notamment de certains acteurs, pour qui il faut un rendement très élevé, à très court terme, et qui fait faire des bêtises, parce que l'horizon de temps est trop court. Évidemment, nous on pense qu'il faut plus de place pour les salariés dans les prises de décision de l'entreprise, parce que encore aujourd'hui, on a évoqué une période la notion d'entreprise citoyenne. Il s'agissait de définir qu'est-ce que ça veut dire entreprise citoyenne, mais on peut pas, et c'est ce qu'on retrouve trop souvent, avoir des entreprises qui disent moi je suis dans mon périmètre et vous venez pas m'embêter entre mes murs. Puis ce qui se passe à l'extérieur, ça me regarde pas. Or, en matière d'environnement, par exemple, il y a
des choses à voir, quoi. Il y a un lien direct entre l'entreprise et la société. En matière d'emploi, c'est encore du même niveau. Et donc, mais y compris en termes de projets, on voit dans l'industrie, on ne peut pas avoir des taux de rendement dans l'industrie comme on l'a, je ne sais pas où, à la bourse ou je ne sais où. Or, on voit bien que les actionnaires, parce que c'est de plus en plus des fonds de pension, etc., leur logique, la logique industrielle, la connaissent pas. Ils la connaissent pas. En tout cas, ils en ont rien à faire. Or, les salariés, eux, ils savent que quand ils développent des projets, eh ben, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que ça marche et pas combien ça rapporte. Et combien ça rapporte à court terme, parce qu'en plus, c'est à court terme. Et donc, il faut des possibilités pour les salariés. Bon, on a fusionné les instances représentatives des salariés. Maintenant, il y a un gros truc qui s'appelle CSE, où les représentants doivent tout faire. Nous, évidemment, on était contre, mais par exemple, dans les comités d'entreprise ou les comités centraux d'entreprise pour les très grandes entreprises, la voix des salariés devrait plus compter. Et je disais, quand il y a des projets de restructuration ou des restructurations, les comités d'entreprise devraient avoir un droit de dire, avant de licencier, quelle autre solution on trouve. Aujourd'hui, on a raccourci les délais de procédure, les projets alternatifs, on n'en parle même plus. Il y a un manque il y a un problème de ce point de vue-là. Donc, on ne peut pas diriger à la place des patrons, quoique, peut-être qu'on fait moins de conneries. Ceci dit, il y a besoin, l'équilibre aujourd'hui entre employeurs et salariés, il est de plus en plus à l'avantage de l'employeur en matière de droit, avec toutes les réformes du Code du travail que vous avez obtenues, et pas que dernièrement, sous le gouvernement, le président précédent même. Et donc, là, il n'y a plus de moyens d'intervention. Et puis, dernière chose, c'est une question démocratique. Il y a de plus en plus d'exigences de démocratie. On en parlait en commençant cet échange. Donc, les citoyens veulent voter plus souvent, demandent des référendums, etc. Mais s'il y a un endroit où c'est travail, un peu, travail et tais-toi, c'est bien l'entreprise. C'est bien l'entreprise. Quand on nous propose des baisses de salaire en nous disant si vous acceptez pas, on ferme la boîte, c'est une décision unilatérale. Il n'y a pas, là aussi, alors on peut faire des référendums, d'ailleurs les employeurs font des référendums. Je vous entendais ce matin dire ça dépend de la question. Vous voyez que quand on est confronté à ce genre de questions, ça fait mal à la tête pour un salarié de dire j'arrive pas à boucler mes fins de mois, mais on me demande de baisser mon salaire pour garder mon boulot. Donc, il faut plus de démocratie. Il y a un débat sur les conseils d'administration. Oui, à plus de représentants des salariés dans les conseils d'administration, mais à condition, là aussi, qu'ils aient leur mot à dire. Or, bien souvent, je vais le dire poliment, c'est tu te tais parce que y a la commission des opérations boursières qui va dire délit d'initié pour les salariés si on annonce des mauvais projets. Là aussi, il faut revoir les compétences des administrateurs. Il en faut plus, mais qu'il y ait des droits aussi. C'est pas juste une chambre d'enregistrement. On va revenir sur la question de combien ça rapporte. Quand on prend les entreprises françaises, celles qui ont des salariés, 99% des entreprises françaises, ce n'est pas des fonds de pension ou la bourse. C'est des personnes physiques. Généralement le patron. Ah bah si, quand on regarde vous avez, en nombre, et alors si on prend en effectif, parce que je pense que c'est ça que vous allez dire, c'est pas 90%. C'est l'inverse. Non, pas du tout. Ah non, c'est pas l'inverse du tout. Non. L'inverse. Pardon, attendez, je vous ai écouté. Alors, je vais peut-être finir mon argument. Attendez, ne m'interrompez pas. Vous acceptez pas le mot donneur d'ordre. Or, vous savez bien que les grandes entreprises ont un poids sur leurs sous-traitants et les PME, TPE. Allez-y. Mais quand bien même il y a des sous-traitants, moi j'en viens au capital. Parce que vous dites, finalement, il y a, là où je suis presque d'accord, c'est la question de s'il faut que ça rapporte vite, sur un horizon de temps, avec un taux de rendement absurde, c'est ça qui conduit à la faillite, aux fermetures, etc. Et c'est la logique qui préside quand même parfois au capitalisme américain et financier. Mais en France, l'essentiel du tissu entrepreneurial, c'est du capital patient parce que c'est les familles, ou des créateurs d'entreprises ou leurs descendants. Et c'est des gens qui raisonnent, pour l'essentiel, à long
Alors longtemps, c'est combien? Ça peut être une génération, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est rarement, vous allez sûrement trouver des cas, des gens qui vont privilégier le court terme. Et je ne dis pas que c'est de leur faute. Non, mais c'est pas de leur faute. Je dis qu'ils ont des donneurs d'ordre. Non, mais attendez, bien sûr, il y a des gens, il y a des donneurs d'ordre, mais il y a aussi de la concurrence. Les adhérents. Allez, je les connais, mes adhérents. 47 salariés, l'adhérent moyen du MEDEF. Donc, c'est pas le CAC 40. Bon. Et donc, je vous dis que ce que vous dites, qui peut être vrai dans certains cas, c'est pas du tout la majorité des entreprises en France. Parce que pour l'essentiel, elles ont le capital, ce que j'appelle le capital patient, c'est-à-dire une vue à long terme, et les décisions qu'elles prennent sont des décisions dans l'intérêt de l'entreprise, parce que justement, elles regardent à long terme. Donc oui, il y a quelques, comme toujours, parce que on peut s'acharner sur les quelques cas de patrons voyous, d'entreprises voyous, mais je pourrais vous sortir aussi qu'à la CGT, il y a sûrement des syndicalistes qui se comportent mal, comme dans toute organisation humaine. Bon, est-ce que ça fait avancer le débat? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. L'objet du débat, c'est pas l'objet du débat, il est systémique. Que je vous ai faite. Non, l'objet du débat, il est systémique. Je connais plein de petits patrons qui sont attachés qui respectent leurs salariés, qui sont attachés à leur entreprise, qui ont une vision à long terme. Je le conteste pas. Mais qui leur file du boulot? Mais il n'y a pas que... pardon, ils ne sont pas tous sous-traitants. Vous imaginez, vous avez une vision automobile, donc évidemment, c'est des sous-traitants. Mais dans le BTP, il n'y a pas de sous-traitance ou peu de sous-traitance. Tout ce qui est dans les services aussi, enfin... Non, pas forcément. Qui donne du boulot aux entreprises de nettoyage? Souvent, c'est les clients finaux. C'est bien les... Non. Non, mais ok, mais donc... bon. Non, mais vous imaginez, le monde fait, j'allais dire... Non, je l'imagine pas, je le vois. J'ai beaucoup d'imagination, je sais que je le vois. Moi, je n'ai pas la prétention de représenter les salariés. Soyez sympa, ne me racontez pas ce que c'est que le patronat ou les entreprises. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, on discute beaucoup avec les patrons. Mais moi aussi, je discute avec les salariés, figurez-vous. Ben oui. D'accord. Oui, ça arrive. C'est aussi incroyable, ça puisse paraître. Je vais faire mon enquête. Oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Bon, bref, tout ça pour dire que, à la fin des fins, je pense que le capital doit décider, mais il doit être patient. C'est ça, fondamentalement. Et effectivement, sous la pression de certains actionnaires, il y a pu avoir des dérives, ça je veux bien l'entendre, donc des décisions prises avec un horizon très court terme, et donc qui sont de mauvaises décisions, parce que si on avait regardé plus longtemps, on aurait pu probablement préserver l'outil de travail. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, le sujet du PGE, qui fait couler beaucoup d'encre, en fait, deux choses à dire sur le PGE. Ça permet justement... Prêt garanti de l'État. Pardon, excusez-moi, mais prêt garanti de l'État. Tout le monde n'en bénéficie pas, ceux qui nous écoutent. Allez-y. C'est un prêt pour les entreprises. Deux choses qui sont différentes, mais qui sont importantes. La première, c'est que c'est un bon outil. Pourquoi? Parce que ça évite justement de prendre une décision dans l'urgence. Ça permet d'avoir devant soi un an pour voir ce qui se passe dans cette crise, si l'économie repart, etc. Et deuxième chose, je prends le pari ici, on verra dans un an, l'État va faire une bonne affaire. Parce que l'essentiel de ces PGE va être remboursé. Il y a un taux d'intérêt. On paye, alors suivant l'année où on bourse. Et l'État, comme vous le savez aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça durera, emprunte à taux négatif. Donc c'est la bonne intervention de l'État. Ça répond un peu à votre question de début. Est-ce que l'État doit intervenir? Je pense que ça a permis à beaucoup d'entreprises de ne pas prendre de mauvaises décisions de court terme. Parce qu'au lieu de se dire, merde, c'est la panique, mon business est arrêté, je vais licencier, elles ont quand même... alors, il y a eu des licenciements, des fins de CDD, mais il n'y a pas eu autant que ce qu'on pouvait craindre. Et j'espère, je conclurai là-dessus, que le million d'emplois qu'on nous promet, mais que certains économistes et certains hommes politiques pronostiquent, ne se produira pas. Alors, comme le temps tourne, si vous le voulez bien, je vous propose aussi que dans une troisième partie de notre débat, qui sera la dernière, on aborde les questions qui ont trait à la mondialisation et à ces règles qui caractérisent le capitalisme de notre époque. On en a beaucoup parlé. Oui, on en a beaucoup parlé, mais je vous propose qu'on se centre sur quelques-unes de ces questions. C'est l'une des dimensions mises en cause aussi par la crise que nous traversons. Par Roux de Bézieux, Philippe Martinez, on évoque beaucoup, et vous l'avez fait d'ailleurs, à un moment ou à un autre du débat, la relocalisation des productions. Et comment faire dans le cadre d'une concurrence mondiale qu'on sait débridée, et qui fait pression sur la qualité de l'emploi, les salaires, parfois les décisions, après vous évoquiez les décisions des actionnaires. Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles? Et si oui, comment faire? Oui, on en a beaucoup parlé. J'ai évoqué la notion de règles internationales, pas réinventer, pas inventer. Il y a une organisation qui le permet, avec des règles qui sont très insuffisantes pour nous, CGT, mais qui sont déjà beaucoup pour bon nombre de salariés dans, je ne vais
pas donner de proportion, mais dans pas mal de pays du monde. Et d'ailleurs, quand on a des échanges internationaux avec des homologues syndicalistes, on est une référence, mais dans le bon sens du terme, en disant ne lâchez rien sur ce que vous avez, parce que plus vous perdez, nous, ce qu'on a, on risque aussi de le perdre. Et ils n'ont pas beaucoup. Donc, il y a besoin de règles, de réguler ce marché sur des critères sociaux et environnementaux. On en a parlé. Il faut des règles parce que les coûts masqués des transports, par exemple, quand on utilise plus des transports polluants que des transports moins polluants, ça n'entre jamais d'ailleurs dans le prix des marchandises. Hein. Il faudrait aussi les réévaluer parce que c'est taxe carbone. Oui, mais pas que. Vous savez, quand il y a beaucoup de camions sur les routes, qui les paye? Qui les paye? La réfection. C'est jamais pris en compte dans le prix du transport, en tout cas dans le prix de la marchandise. Donc voilà quelques règles. Et évidemment, on est dans une économie ouverte avec différents pays, mais premièrement, nous, on croit qu'un pays peut faire un certain nombre de choses, sinon le gouvernement ne sert à rien, donc il peut imposer un certain nombre de choses. J'ai évoqué les marchés publics, et donc ça nous paraît essentiel. Et puis, il faut un meilleur contrôle, là aussi. J'ai évoqué les salariés, mais aussi en matière de fiscalité, parce qu'il y a trop d'argent qui disparaît, enfin, pas pour tout le monde. La fraude fiscale et l'évasion fiscale. Alors, certains ne parlent pas d'évasion, mais d'optimisation. Il faut arrêter de jouer sur les mots. C'est de l'argent qui vient du fruit du travail, qui vient du fruit des impôts, parfois, et qui ne vont que dans la poche de certains et qui sont bien inutiles à ce à quoi ils pourraient être utilisés. Voilà quelques exemples, en plus de ce qu'on a déjà, enfin ce que j'ai déjà pu dire. Geoffroy Roux de Bézieux, la grande division mondiale du travail dont on a beaucoup parlé, qui nous a rendus dépendants à certaines productions pendant la crise, ça a été mis en évidence. Est-ce que les règles de la concurrence mondiale, finalement, font pas que, si elles restent intactes, on ne pourra pas, ou en tout cas il sera compliqué de relocaliser des productions dans des conditions de concurrence qui sont pas équivalentes d'un pays à l'autre? Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'espère me tromper, je suis assez pessimiste sur le futur de la gouvernance mondiale. Encore une fois, c'est parce que je souhaite, hein, parce que je pense que c'est bon pour personne et pas bon pour la planète ni pour ses habitants. Et notamment sur l'OIT ou l'OMC, hein, même si c'est pas le même périmètre, je veux dire, sur des règles mondiales acceptées par tout le monde. Je suis persuadé, mais encore une fois, j'espère me tromper, que si Trump est battu le 4 novembre ou le 3 novembre, je ne sais plus quand c'est, la politique américaine changera en surface, enfin en style, etc., mais pas tellement sur le fond dans la confrontation avec la Chine. Donc, on est dans cette période-là pour un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut relocaliser? Je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première, c'est, je pense que l'État est légitime à dire il y a un certain nombre de produits qu'il faut avoir produits en France. J'ai eu cette discussion, figurez-vous, avec M. Mélenchon. Il m'a appelé pendant le confinement. J'ai cru que c'était Philippe Martinez. Bon. Il n'a pas de moustache. Voilà. Non, mais au téléphone, c'était pas évident. Au fond, c'est à l'État émanation des citoyens, émanation démocratique des citoyens, de dire le paracétamol, on considère, je pense cet exemple, mais ça peut être d'autres, ça fait partie des produits stratégiques. Mais du coup, le paracétamol, je ne connais pas les chiffres, mais va coûter plus cher parce qu'il est fabriqué en Europe ou en France, donc on accepte qu'il y ait ce différentiel de coût par rapport à l'Asie, je crois, il est fabriqué. Après, il y a l'intérieur des entreprises. Je reviens aux donneurs d'ordre et aux sous-traitants qu'évoquait Philippe Martinez. Notamment dans l'automobile, vous devez vous souvenir de quand il y a eu Fukushima, il y avait un fabricant au Japon qui se trouvait être à côté du Fukushima, qui fabriquait je ne sais plus quelle pièce, qui était le fournisseur unique de Renault et de PSA. Et donc pendant 3 mois, il y a eu d'énormes problèmes d'approvisionnement puisqu'ils ne pouvaient pas livrer. Et donc on voit dans les entreprises, petit à petit, de la relocalisation de fournisseurs en Europe. Mais elle est partielle, c'est-à-dire que du coup, j'ai 2 fournisseurs, j'en ai un dans un pays à bas coût qui, évidemment, est beaucoup plus compétitif, et j'accepte pour 20% de mes approvisionnements de prendre un fournisseur européen.
Puis après, il y a, est-ce qu'on peut relocaliser des usines qui sont en dehors de l'Europe? Honnêtement, j'y crois pas, parce que le gap de coûts et de règles, et vous l'avez dit, ne sont pas les mêmes environnementales. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'on localise sans ce qu'on crée, qu'on recrée de l'industrie, et que si on crée une usine d'hydrogène, si on crée une usine de batterie, que tout ce qui est recherché en France et en Europe, parce que la recherche fonctionne bien, se traduise par de l'industrie en Europe et en France. Et ça, c'est possible, notamment, alors vous allez me dire que je suis obsédé, si on fait une taxe frontière, une taxe carbone aux frontières. Parce que là, on abaisse, ou en tout cas, on supprime le différentiel prix entre le Made in Europe et le Made in ailleurs. Et je pense qu'on va vers, alors c'est pas vraiment des circuits courts, mais des grandes plaques de commerce. À quelle vitesse, avec quelle rapidité, je ne sais pas vous dire. Et tout ça va dépendre quand même aussi de la géopolitique. Quand on voit qu'entre la Turquie, qui a une grosse industrie, on oublie, qui fabrique beaucoup pour l'Europe, et l'Europe, et notamment la France, est en train de se tendre, je ne sais pas vers quoi ça va. Et à la fin des fins, la politique prime sur l'économie. Alors, autre question, est-ce qu'on n'est pas... On a évoqué tout à l'heure les différences entre petits patrons, grands patrons, la sous-traitance. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un modèle qui est éclairé aussi par cette crise, celui des multinationales qui fixent leurs propres règles, qui sont parfois plus puissantes que des États et qui étranglent les chaînes de sous-traitance? Martinez. J'aimerais bien qu'on soit à la fin de ce modèle. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucun signe qui montre que ça va changer. Un modèle inefficace. Hein. Oui, c'est inefficace parce que alors, je connais moins bien les patrons que le patron du MEDEF, mais il y a une forme de chaîne des valeurs et d'organisation et de descente d'organisation du travail qui, entre les grandes entreprises et les petites, ne correspondent pas. On voit, pas que dans l'automobile, dans un certain nombre d'entreprises, moi j'entends des employeurs qui me disent mais ils envoient des auditeurs, ils m'obligent à travailler comme ça, contraire au sens du travail. Mes ouvriers y gueulent ou mes ingénieurs y gueulent parce que ça ne correspond pas ni à la taille de la boîte, ni à l'ambiance et aux relations employeur-salarié dans ma boîte. Donc il faut, là aussi, il faut premièrement laisser plus de liberté aux petites entreprises avec la place de leurs salariés dedans. Deuxièmement, il faut de la solidarité, par contre, entre employeurs. Moi, je suis pour la solidarité entre patrons, c'est-à-dire que les entreprises qui ont beaucoup de moyens, il y en a quand même pas mal, puissent aider les petites entreprises, par exemple, à mieux payer leurs salariés. Parce qu'il y a aussi, si on prend en Occitanie, par exemple, Mécanique Vallée, Figeac, où il y a de la sous-traitance aéronautique, un jeune qui sort avec un BTS ou un diplôme d'ingénieur, évidemment, il aimerait bien rester dans sa ville, mais dès que le donneur d'ordre, en l'occurrence Airbus, a besoin de compétences, eh bien, il vient piller les compétences qu'il y a chez le sous-traitant, parce qu'évidemment, il ne paye pas beaucoup plus, mais il paye plus, etc., etc. Donc là aussi, on devrait raisonner, par exemple, en filière, dans ce cadre-là, où qu'on travaille chez le sous-traitant de rang 2 ou chez le donneur d'ordre, il y a un niveau de salaire qui soit équivalent, parce qu'il y a les mêmes diplômes, et puis le produit final, alors c'est là où il n'y a pas le poids des actionnaires chez certains, mais il y a chez d'autres, le produit final, il est quand même co-construit par l'ensemble des salariés qui travaillent sur cette filière. Voilà quelques... Mais... là aussi, il faut inverser l'existant. Moins de contraintes pour les salariés, moins de contraintes dans cette relation donneur d'ordre sous-traitant, parce qu'évidemment, y compris, on le voit dans le bâtiment, par exemple, peu de petits entrepreneurs peuvent s'aligner dans des appels d'offres de rénovation, on parle de rénovation thermique, sur des grosses œuvres, peu de petits employeurs peuvent s'aligner dans les appels d'offres. Là aussi, comment on fait en sorte que les relations soient plus saines entre les 4-5 groupes immenses du BTP et des petits artisans, des petites boîtes qui aimeraient aussi pouvoir travailler, mais en gagnant un peu d'argent pour mieux payer leurs salariés, par exemple. Geoffroy Roux de Bézieux,
Ouais, moi je vais venir sur le rôle des multinationales. Alors, j'imagine que derrière, vous avez en tête, enfin, bon, une multinationale, ça veut tout dire, hein, mais notamment les grands boîtes américaines dans le numérique. Mais pas seulement, aussi les... Oui, si je prends, je sais pas quoi, moi, McDonald's par exemple, bon, McDonald's toujours accusé de tous les maux, mais quand vous regardez les efforts qu'ils font en France, je ne connais pas ce qu'ils font à l'étranger, en termes d'acheter sur des filiales locales, etc., parce qu'ils sont sous le feu des ONG, etc., c'est pas les plus mauvaises boîtes. C'est parfois... Pour les salariés, on pourrait pour discuter. les salariés, oui, mais il faudrait augmenter le prix du menu pour pouvoir payer mieux. Ben oui, mais on revient au consommateur, hein, et aussi au cerveau du consommateur. On en revient au salaire. Ben, c'est un peu des deux. Ah, oui. Mais c'est une vraie différence entre nous. Hein. Oui, je sais, la feuille de paye n'est pas le chômage. Pardon, la situation de Chirac, j'ai oublié déjà. Mais par contre, je pense qu'on a un vrai problème mondial sur les quelques grandes multinationales américaines et chinoises. Pourquoi ? Parce que l'économie de marché, ça suppose une liberté, mais aussi une concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas, mais la capacité de choisir. Et on est arrivé, première fois dans l'histoire de l'économie de marché, à des quasi-monopoles mondiaux. Je dis quasi parce que c'est pas complètement. Et au fond, le test de concurrence, c'est quoi ? C'est est-ce que, avec de l'intelligence, du talent, du capital et un esprit d'entreprise, je peux créer un concurrent à tel ou tel acteur ? Si vous êtes McDo, vous avez des concurrents dans le même métier, et puis il y a toute la restauration, etc. Et si vous êtes Google et que vous avez 90% de part de marché en France, là, il y a un vrai rapport de force entre, non pas d'ailleurs donneurs d'ordre des sous-traitants, mais clients. Autrement dit, quand vous êtes dans le web français, si vous passez par Google, vous êtes obligé de payer, et il n'y a pas le choix. Et là, je pense qu'on va vers un problème. J'avais écrit un article dans Les Échos il y a, je ne sais plus combien de temps, 6-7 ans. On nous demandait de faire le titre des Échos de dans 20 ans. Et j'avais mis démantèlement des GAFA, comme ça a été le cas des télécoms américaines dans les années 60. Sauf que le problème, c'est que c'est un élément fort du soft power américain, et que comme ils ont, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ils ont fait en fait un deal fiscal avec Trump qui permet aux Américains, aux grandes multinationales américaines de ramener de l'argent, payer de l'impôt, tout l'argent qu'ils avaient à travers le monde dans un certain nombre de pays à fiscalité faible, de les ramener en payant un impôt forfaitaire. L'intérêt des États-Unis n'est pas de démanteler. Et je pense que l'Europe a un énorme problème. Il y a eu des sanctions. La commissaire Vestager a essayé de faire des choses. Je pense que Thierry Breton fera des choses. Mais là aussi, je pense que c'est plus important. Enfin, je ne vais pas mettre une hiérarchie, mais dans les 20 ans qui viennent, c'est le sujet de préoccupation qui doit animer, en tout cas, les patrons français, je ne sais pas pour les salariés, parce que dans beaucoup de secteurs, la domination qu'ils exercent empêche l'esprit d'entreprise, et pas tellement l'esprit d'entreprise simplement, mais le développement des entreprises. Et donc, à un moment, on a vraiment un risque. Je me souviens très bien, je sais là parce que ça m'a beaucoup frappé, quand Disney s'est installé, donc je me souviens plus quand c'était, il y a une vingtaine d'années, il y avait toute une campagne, les Américains débarquent, colonisation, etc., etc. En fait, Disney, bon, ils se sont installés, mais il y a plein d'alternatives, d'un autre genre, il y a des parcs d'attractions, mais il y a aussi plein de loisirs. Il n'y a pas de monopole sur le loisir par Disney. Il y a une offre puissante. Là, on est dans un monde complètement différent, et je ne cherche pas des points de convergence à tout prix, mais je pense que là, l'intérêt des salariés et des patrons français, en tout cas des patrons d'entreprises basées en France, est important. Puis je vais terminer par un dernier point, qui est une réflexion compliquée. On a lancé un groupe de travail au MEDEF là-dessus. C'est quoi la nationalité d'une entreprise ? Bon, la boîte de bâtiment qui est installée à Prades, chez M. Castex, elle est française. Il y a 20 personnes, etc. Mais une entreprise française dont le siège est à Paris, mais qui a des actionnaires étrangers, comment est-ce qu'on définit la nationalité d'une entreprise ? C'est un sujet compliqué sur lequel je ne pense pas qu'il y ait de rapport binaire et qui, à mon avis, dans les années qui viennent, va peser beaucoup dans les débats. Celles qu'on pouvait pressentir comme françaises, en général, déménagent leurs sièges sociaux dans d'autres pays. Pas beaucoup. Regardez LVMH qui répond. Il y a un cas quand même intéressant. LVMH et Tiffany. L'aide de M. Le Drian. Alors, je ne sais pas, connais pas les dessous de l'histoire et vous non plus. Mais il n'empêche que
il y a quand même une idée que LVMH, avec tous les défauts que vous pouvez lui trouver, c'est une entreprise française, dont l'essentiel de la production est en France. Il faut voir, mais on n'a plus le temps, je crois. Non, je voulais pour finir qu'on dise un mot sur la lutte des classes. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous revendiquiez que vous étiez un capitaliste, Geoffroy Roux de Bézieux. Est-ce que pour vous, quand on parle capitalisme, en tout cas pour ce qui concerne la sensibilité qui est celle du journal L'Humanité, le capitalisme, il se caractérise par la lutte des classes qui le structurent. Et donc, Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que pour vous, la division de la société en classes, c'est une réalité? Il nous semble que c'est une question importante parce que, selon la réponse qu'on lui apporte, elle détermine et explique comment nos sociétés fonctionnent, les problèmes qu'il faut résoudre, et aussi les rôles des organisations comme les vôtres, comme le syndicat patronal que vous dirigez, mais aussi la confédération syndicale de Philippe Martinez. J'ai combien de temps? Vous avez 2 minutes. Là, ils sont au pied du Grand Colombier. Il en reste un peu de temps, oui. Je ne sais pas si on peut répondre par oui ou par non à cette question. La lutte des classes version Marx, c'est-à-dire l'opposition entre le prolétariat qui n'a que son travail et la bourgeoisie rentière qui détient le capital, je pense que le monde a beaucoup changé depuis. Par contre, il y a toujours des oppositions dans la société, mais je pense qu'elles sont plus nombreuses et moins faciles à identifier. Il y a clairement, je pense, je ne sais pas si c'est une lutte des classes, mais en tout cas une forme d'opposition entre ceux qui détiennent un capital culturel et cognitif, parce qu'ils ont fait des études supérieures, parce qu'ils viennent d'un milieu où on les a éduqués, et ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, pour réussir dans la société, dans l'économie, dans la société en général, d'ailleurs, ça peut être le monde culturel, le monde journalistique, etc., c'est quand même la connaissance, plus que le capital financier, qui fait la différence. Il y a, je l'ai évoqué, je pense, alors c'est pas une lutte, mais une opposition entre ceux qui vivent dans les métropoles et ceux qui vivent en ruralité. On le voit bien avec les sujets sur le bien-être animal, etc., ou les réflexions des maires écolos sur le Tour de France. Donc, il y a des oppositions qui sont mouvantes, et je pense, mais peut-être que je suis naïf en pensant ça, que le rôle des organisations syndicales, de part et d'autre de la table, c'est de structurer ces oppositions, de les canaliser, et d'essayer d'éviter la guerre de tous contre tous. Qui est évidemment ce qu'on ne peut pas souhaiter pour une société. C'est d'ailleurs un peu l'esprit qui m'a animé pour venir à ce débat. Ça va être moins long. Oui, la lutte des classes existe, et pas telle que vous la décrivez, c'est la lutte de classe entre le capital et le travail. Alors oui, ça a évolué. On essaye de faire croire à un certain nombre de salariés qui peuvent changer de camp en devenant actionnaires de leur entreprise, mais fondamentalement, la barrière, la frontière, elle reste entre le capital et le travail. Et donc, Marx était un visionnaire. Merci, ça sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. Merci à Geoffroy Roux de Bézieux, merci à Philippe Martinez d'avoir participé à cette confrontation inédite. Et surtout, restez connectés sur les sites de l'humanité.fr et de la Fête de l'Humanité, puisque le programme n'est pas terminé. D'autres débats sont à venir. Pas seulement jusqu'à la fin de ce dimanche, mais d'autres débats seront encore mis en ligne tout au long de la semaine. Rendez-vous sur notre plateforme. Merci à tous.